Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur cette chaîne pour une interview Olivier Roland. Salut Olivier. Salut Gabriel, merci de m'inviter. Merci à toi de venir. On va passer un petit moment ensemble et parler de plein de sujets intéressants. On l'a évoqué là juste avant en off, on a plein de choses à se dire, donc je suis vraiment ravi. Est-ce que pour commencer, pour les rares personnes sur le web, alors je pense vraiment qu'il n'y en a plus beaucoup, mais les rares personnes sur le web qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, en quelques mots, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ouais, bah écoute, j'aime bien dire que je suis prof de liberté, donc j'enseigne via ma chaîne YouTube et mes blogs et mes formations eh bien, aux entrepreneurs, aux aspirants entrepreneurs à créer, développer leur business sans se tuer à la tâche tout en ayant tu vois, un bon équilibre de vie entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et même idéalement, comment avoir une entreprise qui est au service de leur vie plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise. Moi, j'ai quitté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte dans l'informatique. Et c'était génial, mais au bout de quelques années, j'en ai eu marre, tu vois, d'avoir ce rythme trépidant typique des entrepreneurs, de travailler 60-70 heures par semaine. Et je me suis mis en quête de solutions que j'ai trouvées, donc maintenant, je les partage. Incroyable. Alors, tu es peut-être considéré par beaucoup comme le Tim Ferriss français, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu es connu pour ton blog, tu es connu pour ta chaîne YouTube, tu es connu bien sûr en tant qu'auteur maintenant pour ton livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tu sors, je crois, la deuxième édition, on va bien sûr en reparler. Euh, Oui. ce qui a fait, je crois, ton succès, et je voudrais peut-être commencer par là. Ah, vas-y, ouais. Bon, on va en reparler, on va en reparler. Il est là, il est là. Le livre Phénomène revient, deuxième édition. On va bien sûr en parler. Euh, Ce qui a fait, je crois, ton succès en tant qu'entrepreneur ces dernières années, au-delà de ta chaîne YouTube, c'est ta formation blogueur pro, c'est ça? C'est une grosse partie de ton activité aujourd'hui? Oui, bah, c'est ma formation best-seller. J'ai fait plusieurs formations. Celle qui m'a permis de gagner, enfin de devenir entrepreneur sur le web, de devenir blogueur professionnel. C'est une formation qui s'appelle, ou plutôt qui s'appelait, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie, Agir et réussir, qui était une formation en fait pour aider les porteurs de projets à créer leur entreprise, plutôt entreprise physique. Parce que c'était mon expérience à l'époque. Et j'ai fait d'autres formations, et notamment une formation sur les webinars aussi. Mais celle qui fonctionne le mieux, celle effectivement qui m'a permis de toucher un maximum de personnes, c'est Blogueur Pro, qui est en fait une formation sur le marketing de contenu. Donc comment créer un blog, une chaîne YouTube, tu vois, un compte Instagram, tout l'écosystème, et comment utiliser du contenu gratuit pour bâtir une audience et un business. Je voulais du coup commencer par cette question euh, enfin, c'est une question que moi-même je me pose et que je pense qu'on me pose souvent et que je pense beaucoup de gens, peut-être même dans ton audience à toi, se la posent. Est-ce que le blog, en 2019, bientôt 2020, est-ce que le blog c'est mort? Est-ce que le blog ça existe encore? Je connais la réponse, je sais que la réponse c'est oui, mais je voudrais avoir un peu ton. Enfin voilà, est-ce que le blog c'est mort? Beaucoup de gens se posent la question, y compris moi. Alors, tu dis que la réponse est oui à quoi? Que le blog est mort? Non, non, je pense que le blog est pas mort. Je pense qu'il reste Ah des oui, oui, choses à c'est faire ça, avec ok. le blog. Et je pense que tu es d'accord. J'imagine que toi, tu ferais pas encore ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, bah écoute, j'ai cette objection depuis à peu près 2016-2017. J'ai déjà répondu pas mal sur ma chaîne et mes blogs. J'ai même fait une conférence de quasiment 1 heure sur le sujet au Brésil. Mais bon, grosso modo, bien sûr que non, c'est loin d'être mort. Moi, mon blog des livres pour changer de vie, aujourd'hui, il est à 110 000 visites par mois en moyenne, ce qui est le meilleur score depuis sa naissance en 2008. Bravo, bravo. Donc, ouais, voilà. Et donc, et mes 4 blogs principaux font plus de 200 000 visites tous ensemble. Donc, clairement, voilà. En fait, les gens qui me disent mais le blog c'est mort, je leur pose toujours la question. Je leur dis mais est-ce que tu utilises toujours Google? Ils me disent ben ouais. Et je leur dis mais donc Google est pas mort. Ils me disent ah non, il est pas mort Google. Et je leur dis bah tu sais quand même, tu réalises que 2 tiers du trafic d'un blog typiquement ça vient de Google. Et que tant que les gens vont continuer à utiliser Google, ben Google va amener du trafic sur les blogs en fait. Donc tant que Google est pas mort, en gros le blog est pas mort. Et il y a plein de. Alors c'est ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut avoir qu'un blog. Hein, tu vois, je t'ai précisé tout à l'heure. Il faut avoir un écosystème. Donc le blog doit être au centre de l'écosystème. Bien sûr qu'aujourd'hui, tout le monde doit avoir une chaîne YouTube, même le boulanger du coin. Tout le monde doit avoir une page Facebook, éventuellement Instagram, Twitter, etc. Mais c'est important d'avoir le blog au centre de son écosystème pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le seul endroit du web qui vous appartient.
Voilà. Moi j'aime bien quand je fais des webinars et des masterclass, tu vois, je montre un diagramme avec l'icône de WordPress qui est donc le logiciel qu'on utilise pour les blogs et puis l'icône de YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce que tu veux. Et je leur dis de toutes ces icônes, laquelle est la seule qui symbolise un site qui vous appartient vraiment. Et c'est WordPress. Il n'y a pas d'autres. Tous les autres sites ne vous appartiennent pas. Donc, il y a deux corollaires par rapport à ça qui affectent négativement vos performances. La première, c'est que du coup, l'interface ne vous appartient pas. Et je donne toujours cet exemple. Tu vois, je dis si par exemple, je ne sais pas moi, tu es un prof de judo en ligne, ok? Tu veux enseigner le judo en ligne et que tu as une super chaîne YouTube et une super page Facebook sur le judo et que tu te dis tiens, je vais organiser un événement / compétition dans ma ville, je vais en faire la promo à fond. Et que tu te dis, allez, je vais mettre toute la colonne de droite de ma chaîne YouTube, je vais faire en sorte que ça soit une bannière qui promeuve mon événement. Et pareil, je vais mettre une grosse bannière à gauche, dans la colonne de gauche de ma page Facebook. Comme ça va beaucoup promouvoir l'événement. Est-ce que tu peux le faire? Non. Parce que l'interface ne t'appartient pas, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Et non seulement tu ne peux pas, toi, faire ce que tu veux, mais en plus, ce n'est pas toi qui décides quand les changements sont faits, ni pour quelles raisons en fait. Et ça affecte négativement les performances. Et alors que sur ton blog, tu fais ce que tu veux. Et du coup, c'est typique, tu vois, en termes de taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui s'inscrivent à ta mailing list par rapport au nombre de gens qui visitent, qui vont voir ton contenu. Typiquement, quand tu as 2% sur YouTube, tu es un demi-dieu. Tu brilles la nuit. Quand tu rentres dans le YouTube Space, tu as une lumière qui descend du ciel et tu entends Alléluia en background. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est génial pour aller en boîte. Par contre, quand tu as 2% de conversion sur ton blog, tu as juste raté ta vie en fait. Vaut mieux que tu ailles élever des chefs dans le Larzac, ça sera mieux pour ta carrière en fait. Donc, sur un blog, c'est facile d'avoir du 2,5% de taux de conversion. C'est pas trop dur d'atteindre 5%. J'ai des élèves qui atteignent 10-20%. Okay, donc c'est énorme. Ça veut dire que 100 personnes qui voient une vidéo sur YouTube, allez, la moyenne c'est peut-être il y en a un qui va s'inscrire à ta mailing list. Sur un blog, c'est plutôt 2,5 et ça peut aller jusqu'à 5, 10, 20 et sur le long terme, ça fait une différence énorme, absolument énorme. Et puis aussi, le gros avantage du blog, c'est que comme c'est le seul endroit qui t'appartient, il n'y a personne qui peut te virer. Et quand tu vas dans des événements d'infopreneurs et que tu dis qui ici a déjà eu son compte Facebook supprimé ou son compte publicitaire Facebook supprimé ou une vidéo YouTube supprimée ou carrément sa chaîne YouTube supprimée, tu vas avoir entre 5 à 10 mains qui se lèvent sur 100 personnes. Donc c'est pas rare, mais c'est pas non plus c'est pas courant, pardon, mais c'est pas non plus rare, tu vois. Donc, faut quand même prendre ça en compte. Tu vois, les règles changent, il y a du contenu qu'ils acceptent pas. D'ailleurs, tu vois tous les youtubeurs qui n'arrêtent pas de râler en permanence. Oui, voilà, les youtubeurs râlent en permanence parce que YouTube change tout le temps ses règles. Voilà. Et le troisième effet qui se coule aussi, c'est que tu es beaucoup moins soumis au changement d'algorithme en fait sur un blog. Alors bien sûr que tu es soumis au changement de l'algorithme de Google, mais à partir du moment où tu ne fais pas de black hat, c'est-à-dire que tu ne vas pas tricher trop en SEO pour ton référencement, honnêtement, tu as une stabilité dans le temps qui est extrêmement appréciable par rapport à Facebook, Instagram. Tu vois, si tu étais le maître de Facebook en 2008 et que je sais pas, moi, tu es parti sur une île déserte pendant 5 ans et que tu reviens après, tu dois tout réapprendre de zéro. C'est clair, ou même 2014 et par rapport à aujourd'hui. Sur un blog, ok, il y a des trucs qui ont changé, mais les fondamentaux restent les mêmes. Si tu sais toujours créer du bon contenu et faire en sorte que les gens aiment ça, le partage et tout ça, tu vas toujours cartonner. Donc, bref, je pourrais continuer longtemps comme ça. Il y a un autre gros avantage, c'est la durée. Tu vois, il y a des articles que j'ai écrits il y a 10 ans qui aujourd'hui, tous les jours, me ramènent encore des visiteurs, des prospects, des clients. Essaie de faire ça avec un statut Instagram ou Facebook. C'est clair. Bon, je suis d'accord avec toi, hein, évidemment, il y a beaucoup d'éléments et en fait, il y a une distinction, je pense que c'est le mot blog qui, lui, le mot est passé de mode, mais en fait, un blog n'est autre qu'un site internet et ta réponse initiale, c'est tant qu'il y aura Google, il y aura des sites internet. C'est pour ça que moi, je suis complètement convaincu que le blog en tant que tel n'est pas mort, il faut peut-être plus l'appeler blog, il faut peut-être l'appeler site web. Le mot, effectivement. Mais ok, non, mais il y a beaucoup de choses là-dessus et c'est vrai que notamment le fait d'être chez toi, et moi, je suis comme toi, j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui se font virer de leur chaîne YouTube, de leur compte Facebook et ça fait peur. Et moi, je me suis posé la question. Moi, j'ai beaucoup de mon trafic qui vient de YouTube et je me dis, le jour où YouTube, si jamais il décidait un jour de me virer, c'est compliqué. Bon, heureusement, on n'en est pas là, on touche du bois. Oui, puis là récemment, il y a eu tout un tintouin parce que il y a YouTube qui avait rajouté une clause comme quoi, si jamais le contenu que vous publiez, ça leur rapporte pas de l'argent, ils peuvent vous virer, quoi. Ouais.
Et alors, c'est sûr que pour nous, parce que je ne sais pas si c'était comme moi et comme la plupart des infopreneurs, mais en général, les infopreneurs, on désactive les pubs sur YouTube. Ouais, Parce que, désactiver, ouais. voilà, parce qu'on ne veut pas que les gens s'en aillent, on veut qu'ils restent sur notre contenu, qu'ils s'inscrivent, qu'ils rentrent dans notre écosystème, en fait. Donc, clairement, on est, par rapport au business model de YouTube, on peut être vu comme des parasites, quoi. C'est clair. Clairement. Donc, alors, si jamais un jour ils décident de vraiment appliquer cette clause, on va être les premiers visés. Ouais. Et on va sauter. Ça serait une sacrée. Ou alors ils nous forceront à activer les pubs. Bon, Ouais. ce qui nous fera perdre un peu de chiffre d'affaires de toute façon. Oui, ce qui est pas. Effectivement, il vaut peut-être mieux avoir les pubs que sauter que sauter de YouTube. Alors, j'enchaîne sur Blogueur Pro, puisque ce dont on parlait, on n'est pas, moi je suis pas spécialement là aujourd'hui avec toi pour parler de blog. Je voulais avoir cette question en intro parce que je trouve ça intéressant et que, encore une fois, c'est une question que beaucoup de gens se posent. En revanche, ça me permet de faire le lien. Blogueur Pro, c'est aussi, si j'ai bien compris, ce qui te rapporte aujourd'hui pas mal d'argent. La formation est à un certain prix, ce qui est normal hein, pour une formation de cette envergure et de cette qualité. T'en vends beaucoup, tant mieux pour toi. Et sur cette chaîne, on est là pour parler d'argent. Quand je reçois des gens, je leur pose des questions sur le fric, le fric, le fric. J'exagère un petit peu, bien sûr. Mais Blogueur Pro, c'est une formation qui te rapporte de l'argent. Tu as la chance de très bien gagner ta vie. Tu en parles. Tu es libre financièrement, indépendant. Tu investis beaucoup parce que tu as un certain nombre de revenus. Et donc, je voudrais te poser déjà la question de... Il y a deux questions. Question numéro un, qu'est-ce que c'est pour toi l'argent? Question vaste. Question presque philosophique et métaphysique. Et question 2, je voudrais te poser sur toi, comment tu investis ton argent aujourd'hui? L'argent que tu gagnes, comment il est investi? Comment tu répartis tout ça? Dans quoi tu investis, etc. Ok, écoute, donc déjà pour répondre à ta première question, il y a des tas de manières de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est l'argent? Je vais te dire, moi la manière dont je l'aborde, c'est que je vois l'argent comme un moyen de gagner du temps en fait. Alors, disons qu'il y a plusieurs strates. C'est un peu comme la pyramide de Maslow en fait. Tu vois, il faut d'abord couvrir les besoins physiologiques et puis après on peut monter dans des trucs un peu plus dématérialisés, un peu plus spirituels. L'argent au départ, ça sert déjà à survivre, à manger, tu vois. Ensuite, à pouvoir se faire plaisir, pouvoir ne pas trop se contraindre pour pouvoir s'épanouir, tu vois, investir en soi, investir dans sa propre amélioration, arriver à un niveau où effectivement je suis indépendant financièrement et si je voulais, je pourrais arrêter de travailler jusqu'à la fin de ma vie. Clairement, pour moi, c'est un moyen de gagner du temps. Donc, je suis quelqu'un de pas matérialiste du tout, je me considère comme un minimaliste. Je déménage régulièrement et en fait en général, quand je déménage, j'ai 1 mètre cube grand maximum, tu vois. Et quand je publie sur Instagram les photos de mon déménagement, à chaque fois, les gens ils paniquent, ils comprennent pas comment on peut avoir aussi peu d'objets en fait, parce que voilà, j'ai quelques cartons. Le truc qui m'appartient, qui prend le plus de place, c'est ma guitare. Et voilà, et j'ai pas de meubles parce que je veux meubler partout. Et voilà. Donc moi, ça m'intéresse pas d'acheter des objets en fait. Alors j'en ai quand même, hein, mais je préfère m'acheter des expériences. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Et tu vois, par exemple, les belles voitures, c'est pas du tout mon truc. Alors j'ai rien contre, hein, mais je vois pas l'intérêt d'en acheter. Surtout que je voyage énormément. Ça fait depuis 2011 que je voyage plus de 6 mois par an. Donc avoir une voiture pour moi, ça a pas trop de sens en fait. Par contre, oui, je kiffe parfois conduire une belle décapotable dans un endroit sympa pour profiter du soleil. Donc qu'est-ce que je fais? Je loue, tu vois. Et c'est cette idée de se payer des expériences plutôt que des objets. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Après, ce mode de vie n'est pas pour tout le monde, mais je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup d'achats que je faisais, j'avais pas besoin de l'objet en permanence en fait, que je pouvais me contenter de le louer de temps en temps. Et voilà. Et ensuite, ta deuxième question, c'était… Alors déjà, est-ce que tu es content de cette réponse? Ouais, je suis très content, bien sûr, de cette réponse, mais je voudrais creuser un tout petit peu, parce que bien sûr, c'est gagner du temps. Et je pense que tu parles notamment, et c'est un de tes grands dadas, et il se trouve un de mes grands dadas aussi, j'en parle aussi dans mon bouquin, l'automatisation, la productivité, le gain de temps, sous-traiter, les assistants virtuels, tout ça, c'est effectivement des choses qui coûtent un petit peu d'argent, et quand tu as de l'argent, tu peux sous-traiter, etc., et gagner du temps, et te concentrer sur l'essentiel, et te concentrer sur ce qui te plaît, etc. etc. Mais on est, toi et moi, à un niveau, en tout cas toi en particulier, je pense, dis-moi si je me trompe, où ça te permet bien sûr de l'argent de payer des gens et de gagner du temps, mais après il te reste encore de l'argent.
Et donc, Oui, tout à fait. qu'est-ce que cet argent supplémentaire, entre guillemets, représente pour toi? Tu as atteint un certain niveau qui te permet d'avoir ta liberté temporelle et de gagner du temps, mais tu as aussi atteint des sommes d'argent qui te permettent d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres représentations? Est-ce que c'est, je sais pas, transmettre des choses à tes futurs enfants ou être en sécurité, parce que tu as dit que tu n'as plus besoin de travailler jusqu'à la fin de tes jours? Qu'est-ce que ça représente, enfin, est-ce que ça représente d'autres choses pour toi à part gagner du temps? J'imagine que oui, c'est pour ça que je te pose la question. Aujourd'hui, alors, si tu veux, avec l'argent que j'ai en surplus, déjà, je fais pas mal de donations à différentes causes, tu vois. Comment dire, j'investis énormément, en fait. J'investis énormément. Parfait. Voilà, et donc là, ça fait la transition parfaite pour la réponse à ta deuxième question. Parce que donc, grosso modo, alors déjà, j'ai investi quand même, j'avais fait une vidéo là-dessus, pour les meilleurs investissements que j'ai faits, ça a toujours été en moi et dans mes business. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et c'est clair que pour la plupart des entrepreneurs, quand on a compris comment ça marche, en général, c'est ce qui va être le cas, hein. Mais évidemment, on n'est jamais à l'abri d'avoir l'illusion des grandeurs, d'être un peu Don Quichotte pendant un moment. Ça, c'est un peu le problème des entrepreneurs. Même quand on est bon, des fois, on peut avoir une idée, on a l'impression que c'est génial, et puis on se rend compte trop tard, et parfois, après avoir investi des mois, des années et des millions, que en fait, tout le monde s'en fout, que notre idée, c'est pas si génial que ça. Et ça arrivait même au meilleur, même à Steve Jobs et d'autres. Donc, c'est quand même important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et très tôt, en fait, j'ai voulu investir dans l'immobilier et puis la bourse, qui pour moi sont les deux piliers indispensables pour diversifier son portefeuille. Alors l'immobilier, ça a été honnêtement, moi je déteste ça. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Il y a des gens qui sont passionnés par ça, tant mieux pour eux. C'est pas mon cas. Beaucoup, ouais. Moi, voilà, déjà ça correspond pas à mon style de vie. Je suis nomade. Je me balade partout, je change de pays. Ensuite, j'aime pas la microgestion de ce genre de choses. Tu vois, si je vais à l'autre bout du monde et que je veux me reposer sur une plage de sable blanc pendant 2 semaines, j'ai pas envie d'être embêté par un locataire qui a un problème de fuite d'eau, tu vois. Bien sûr. Et donc, dès le début, quand j'investis dans l'immobilier, c'était clair pour moi. Je ne le faisais pas si ce n'était pas possible de tout automatiser. D'accord ? Donc, j'ai voulu tout déléguer. Et en fait, malheureusement, je me suis rendu compte que c'est pas si facile que ça, parce que j'ai aussi délégué la recherche du bien, tout, la recherche du bien, l'achat, l'aménagement, la location, la gestion. Et en fait, c'est vraiment pas facile de trouver des gens qui sont compétents et motivés pour faire ça. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'ai partagé mes aventures, et notamment avec Elise Franck, pour pas la nommer. Alors bon, j'ai rien à cacher vu que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, Elise Franck, j'avais plusieurs amis qui étaient très contents d'elle parce qu'ils avaient fait des bonnes opérations en 2010-11, et moi j'ai commencé à travailler avec elle en 2012, et à partir de là ça a été la descente aux enfers. Donc voilà, enfin bon, après il y a Elise et ce qu'elle a fait, et il y a d'autres prestataires qui n'ont pas été aussi top. Donc aujourd'hui, j'ai 11 biens, hein, j'ai 5 biens en France, 5 biens au Québec et 1 bien à Miami. Mon objectif en faisant ça, c'était de répartir mon risque dans 3 zones légales et monétaires différentes. Et clairement, ça fait partie. Si tu veux, je me suis rajouté une difficulté alors que je n'avais pas forcément l'expérience pour gérer cette difficulté. Donc ça, c'est aussi ma faute, hein, bien sûr. Et j'ai fait plusieurs erreurs dans l'approche. Mais bon, aujourd'hui, voilà, je gèle tous mes investissements immobiliers, je rajoute rien. J'ai des gestionnaires locatifs partout, mais c'est pas facile d'en trouver des bons. Et même avec des gestionnaires locatifs, tu as toujours des trucs à gérer, c'est clair. Même quand tu leur donnes un budget et carte blanche, tu as toujours des moments où ils vont avoir des doutes et tout, ils vont te poser des questions. Donc après, voilà, ça me demande pas non plus 10 heures par mois, hein, mais voilà. Mais le problème, c'est que tu vois, typiquement dans ce genre de truc, si par exemple tu as, je sais pas, un dossier un peu problématique et qui traîne un peu, du genre un locataire qui ne paye pas, par exemple. Le gestionnaire locatif, il va avoir plus facilement tendance à mettre ça de côté, à mettre ça en bas de la pile, et à toujours rajouter des trucs sur la pile, ce qui fait qu'il s'en occupe jamais. Et si toi, à un moment, tu prends pas ton téléphone pour gueuler, il se passe rien en fait. Et ça, c'est le problème, tu vois. En fait, le mobilier, tu peux effectivement l'automatiser, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est un véritable business. Donc, ce n'est pas un truc magique que tu peux automatiser comme ça. Alors, tu peux avoir de la chance, ça c'est clair, mais pour la majorité des gens, vaut mieux pas compter dessus. Et donc tu peux automatiser, mais il faut faire comme un business. Il te faut une équipe et il faut recruter l'équipe. Ça peut être des prestataires ou des employés, peu importe, et il faut les manager. Et si tu le fais pas, il se passe rien en fait. Et donc ça demande du temps.
Et après, tu peux prendre un manager pour ça, mais le manager, il faut aussi qu'il fasse des rapports, qu'il te fasse des rapports et tout. Donc, au bout d'un moment, tu es quand même obligé de gérer un peu, tu vois. Et moi, comme ça me saoule vraiment, donc pour l'instant, je vois ça comme un mal nécessaire, si tu veux. Donc, je garde ce que j'ai pour l'instant. Je voudrais rebondir là-dessus, pardon, je te coupe, mais en fait, du coup, tu me dis que tu détestes ça. Alors moi, moi, je suis comme toi, je fais un peu d'immobilier et pareil, j'ai tendance à rester un peu éloigné parce que ça prend du temps et que c'est du temps qu'on n'a pas et que c'est pas automatisable et que je suis comme toi, je voyage beaucoup, etc. Euh, et du coup, je vais te poser la question, pourquoi tu l'as fait si t'aimes si peu ça? Alors maintenant, tu le fais plus, tu as gelé tes trucs, mais pourquoi tu l'as fait quand même? Est-ce que tu dis, oui, je déteste ça, mais en même temps, c'est un tel moyen d'acquérir du patrimoine, de faire de l'effet de levier? Est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que tu savais pas au début que ce serait si chiant? Pourquoi tu l'as fait finalement? Ah bah non, alors c'est ça, non mais au début je pensais que moi j'ai cru ce qu'on m'a dit, j'ai été un peu naïf sur le coup, que c'était facilement automatisable et ça l'est pas en fait. Donc déjà effectivement j'ai pas assez bien anticipé les problèmes et le problème de l'immobilier aussi c'est que souvent la première, la deuxième année ça se passe très bien. C'est après que les ennuis commencent, quand voilà, le mobilier commence à se dégrader un peu, quand tu as les premiers locataires qui partent et qui ne rentrent pas forcément l'appartement dans un super état, quand on galère pour trouver des nouveaux, etc. etc., etc. Tu vois. Donc, le problème, c'est que il y a une certaine inertie pour l'arrivée des problèmes. Et pendant ce temps-là, toi, tu es content et du coup, tu continues à investir et à lancer des trucs. Et c'est ça le problème aussi de l'immobilier, tout a une inertie importante. Donc, tout ce que tu fais, ça va mettre plusieurs années avant de revenir dans un bon sens ou pas. Et pareil, quand tu veux qui se déclenche en cascade sur le long terme, quoi. Oui, et quand tu veux t'en débarrasser, pareil, c'est pas instantané, tu vois. C'est aussi un des gros problèmes de l'immobilier, c'est que c'est illiquide en fait. C'est illiquide. Et tu voudrais pas t'en débarrasser aujourd'hui du coup Écoute, franchement, je me pose la question, mais je me dis, je me suis emmerdé quand même pour mettre en place tout ça. Aujourd'hui, j'ai quand même l'expérience qui permet de mieux gérer le truc. J'ai quelqu'un dans mon entreprise qui gère ça pour moi. Donc, j'ai quand même… Je suis encore emmerdé honnêtement, mais ça va. Ça va. Ça me prend peut-être 1 heure ou 2 par mois. Donc, je me dis, ok, je garde ce que j'ai. On va attendre que tout s'assainisse, que tout soit ok. On verra. Et après, je fais un moratoire de plusieurs années et on regarde ce qui se passe. Parce que je vois ça quand même comme un mal nécessaire, tu vois. Ça te protège quand même de problèmes économiques que les actions, enfin l'investissement en bourse ne peut pas trop faire. Ça te protège notamment contre l'hyperinflation. En théorie, après, ça dépend si le gouvernement commence à réguler ou pas. Et puis voilà, c'est quand même des biens tangibles qui existent vraiment et qui ne sont pas juste dans le cloud. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, moi, j'aime bien quand même avoir des biens dans trois pays différents. Je trouve ça fun dans le concept. Mais voilà, donc je gèle pour l'instant. Et j'ai pris ça aussi comme un défi, tu vois. Presque comme une insulte, tu vois. Je me suis dit, mais putain, comment ça se fait que je galère autant, tu vois. Je vais arriver quand même à mettre en place un truc qui marche bien, tu vois. Donc, c'est aussi un bon entraînement finalement pour mettre en place des systèmes et des process qui sont efficaces. Mais honnêtement, moi clairement aujourd'hui, en plus, je vois ça avec beaucoup plus de clarté qu'avant. Je suis beaucoup plus fait, étant donné mon profil, pour investir en bourse, clairement. Et donc, vas-y, je te laisse continuer. Donc, il y a l'immobilier et il y a la bourse. Alors, tu nous parles un petit peu de ce que tu fais en bourse, si tu veux bien, enfin, ce que tu veux bien partager en tout cas. Ouais, bien sûr. Donc, écoute, moi, je suis pas du tout un trader. Hein, je suis pas quelqu'un qui investit en bourse de manière active, parce qu'il faut bien se rendre compte de ça. Tu vois, je te disais, quand tu es entrepreneur, en général, les meilleurs investissements que tu vas faire, ça va être dans toi et dans ta boîte. Et il faut aussi se rendre compte du corollaire de ça, c'est que quand tu es un entrepreneur, et encore plus quand tu es un entrepreneur à succès, tu vas avoir un coût d'opportunité énorme sur tout ce que tu fais qui est pas dans ton entreprise en fait. Donc, parce que voilà, puis je veux dire, on est dans des industries, tu le sais quoi, on est dans des industries qui cartonnent aujourd'hui, qui c'est juste n'importe quoi, tellement ça marche bien. Et je veux dire, on a des marges de tarés. On a des marges de tarés dans notre industrie, c'est fou quoi. Il y a combien d'industries dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir des marges comme les nôtres? Pas beaucoup. Donc on vit vraiment dans une sorte de paradis entrepreneurial. Et donc dès que tu passes du temps, quand tu passes 1 heure en dehors de ta boîte pour mettre en place un investissement, il y a un coût d'opportunité important qu'il faut prendre en compte. Donc moi j'ai une approche de couch potato, tu vois, donc vraiment de patate de canapé en bon français pour la bourse. Et j'ai vraiment une stratégie d'investissement passif qui demande très peu de temps, qui est assez connue maintenant, mais quoique
ça dépend dans quel milieu tu es, qui est tout simplement d'investir dans des fonds indiciels, quoi, des trackers, des ETF, qui permettent de suivre des indices de manière passive. Hein. On sait quand on regarde grosso modo les performances moyennes sur les dernières décennies, ça rapporte environ 8% par an. Alors avec une volatilité qui est quand même importante, hein, donc il faut être prêt psychologiquement pour ça. Mais voilà, moi j'investis sur le très long terme, donc j'ai un horizon à 20, 25, 30 ans, tu vois, clairement. J'investis que de l'argent dont j'ai pas besoin. Oui, parce que j'ai quand même j'ai une réserve d'urgence, évidemment. Hein. Vous devez avoir 6 mois, une réserve avec 6 mois de dépenses qui est super liquide, du cash, hein, ou alors éventuellement des obligations ou un compte qui a des intérêts, histoire de ne pas vous faire tout bouffer par l'inflation. Mais voilà, donc j'investis là-dedans dans un tracker World qui suit, je crois, les 20 ou 25 indices boursiers des plus grands pays du monde, avec un peu de pays émergents et tout ça. Donc ça c'est donc j'ai ça plus Europe, donc je crois que c'est 50% World, 20% Europe, puisque je pense à un moment prendre ma retraite en Europe, tu vois, donc je préfère avoir des trucs en euros aussi. 10% REITS, qui est donc de la pierre papier européen, et 10% de bonds, donc d'obligations d'État, de gouvernement européen. Histoire juste de stabiliser un petit peu. Comme en fait j'ai un horizon d'investissement extrêmement à long terme et que j'investis de l'argent dont j'ai pas besoin trop de me protéger contre les soubresauts du marché. Et je sais que si demain il y a une grosse crise, et statistiquement elle va arriver dans les prochaines années logiquement, eh bien voilà, il faut être capable psychologiquement avec cette stratégie de te loguer sur le compte de ton broker et de voir le chiffre qui t'annonce, qui est en gros que ton patrimoine est divisé par 2, quoi. Hein. C'est ça. Donc, et de ne rien faire. C'est ça le plus important, de ne surtout pas vendre, de tout garder, et même et de voir la chose différemment, c'est-à-dire de dire c'est les soldes, il faut que j'en achète plein d'actions. C'est ça qu'il faut faire. Mais c'est pas tout le monde peut pas faire ça. Il y a des gens, ils vont paniquer, ils vont pas être capables d'agir de manière rationnelle. Moi, mon expérience par rapport à ça, en 2008, j'avais beaucoup moins de patrimoine qu'aujourd'hui, c'est évident, mais pendant la crise de 2008, je me suis dit exactement ça. Je me suis dit, tiens, c'est les soldes, c'est génial, je vais prendre un maximum d'argent et investir pour acheter des actions. Donc, je me sens raisonnablement, clairement capable de réagir comme ça à la prochaine crise et de voir ça comme les soldes et de surtout pas vendre. Et avec ces stratégies sur le long terme, on sait que vous faites 8% en moyenne, ce qui est absolument énorme, hein, parce qu'il n'y a pas d'effet de levier, je veux dire, vous empruntez pas et tout ça. Et ce qui est génial avec cette stratégie, alors c'est que facteur humain, à part le vôtre, zéro, il n'y a pas d'équipe à gérer, il n'y a pas de locataire qui vous appelle à minuit pour une fuite d'eau alors que vous êtes aux Bahamas, il n'y a pas, il y a pas d'équipe à mettre en place, il n'y a rien, c'est juste magique. Vous pouvez y passer 5 minutes par an et il n'y a pas non plus besoin de s'intéresser au marché financier ou de faire quoi que ce soit, c'est juste complètement automatique et ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Et après, bon, ça c'est le cœur de mes investissements. Après, des fois, tu sais, j'aime bien explorer des trucs. Donc, on en parlait tout à l'heure en off. Je fais partie des Godfathers de The Family, qui est donc un incubateur de start-up. Donc, je fais partie de leurs investisseurs. J'ai déjà investi dans une bonne dizaine de start-up via ce qu'ils font, parce que voilà, de l'argent dont j'ai pas besoin, et moi ça me faisait, c'était surtout pour un kiff de m'intégrer à cet écosystème que je respecte beaucoup et de pouvoir apporter une petite pierre là où je pouvais, et puis voilà, et puis je suis aussi un site web qui s'appelle Les Deux Basses, qui en fait suit la stratégie de Warren Buffett et de Graham en fait tout simplement, et qui essaie de trouver des boîtes qui sont sous-évaluées, dont le cours des actions est sous-évalué par rapport à leur valeur. Donc c'est ce qu'on appelle investissement par la valeur. Et j'ai un petit budget pour suivre ça, mais pareil, c'est pas une grosse partie de mes investissements. Trop cool, trop cool. Donc tu es business angel, tu investis dans les startups et ça me fait trop plaisir parce que c'est tellement rare pour les gens que j'interviewe, c'est pas hyper répandu et c'est top. Et bien sûr, tu vas investir avec Léonis dans les mois qui viennent, on en reparlera. Juste alors pour revenir à la bourse, merci déjà d'avoir partagé tout ça. Il y a quelques follow-up questions que j'aurais pour toi. Pour la bourse, tu fais de ce qu'on appelle du dollar cost averaging, c'est-à-dire que tu vas acheter tous les mois la même somme. Alors, en fait, quand tu regardes les études scientifiques, parce qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites sur ça, dans plus de 80% des cas,
quand tu as une grosse somme, tu vois, parce que la question c'est, genre, je sais pas, moi j'ai hérité 100 000 euros par exemple, est-ce que j'investis tout dans le marché directement ou est-ce que je mets 10 000 euros par mois pendant 12 mois par exemple, pendant 10 mois par exemple. Et donc, est-ce que en moyenne, sur le long terme, est-ce que ça va me rapporter plus ou pas? Parce que on se dit, le risque, c'est que voilà, vraiment le manque de chance totale, je mets les 100 000 balles juste avant un gros crack, tu vois. Donc ça peut arriver. Et là, c'est sûr que tu vas mettre plus de temps pour récupérer ton investissement, c'est certain. Donc, mais quand tu as des scientifiques qui regardent, ce qui est bien avec le marché, c'est que tu as les données historiques depuis plus de 100 ans. Quoi. On sait exactement, on est capable de faire une simulation de, voilà, avec ces stratégies, qu'est-ce que ça aurait fait, tu vois, à différents moments, et ça, c'est génial. Et en fait, dans 80% des cas, c'est plus rentable de mettre toute la somme d'un coup. Alors, ça veut dire que vous avez quand même une chance sur 5 que ce ne soit pas le cas. Donc, après, c'est un arbitrage. Et parce que voilà, en fait, dans la plupart, il faut vraiment pas avoir de bol pour investir tout d'un coup juste avant un crack. Donc voilà, après, c'est sûr que statistiquement, tu as plus de chances d'être gagnant si tu investis ta grosse somme après un crack. Tu vois, genre si tu as eu un crack il y a 2 ans, tu es déjà plus serein. Parce que statistiquement, ça arrive une fois par décennie, quoi, grosso modo. Hein. Donc voilà. Et là, c'est vrai que la dernière, c'était en 2008. Celle d'avant, c'était en 2001. Celle d'avant, c'était en 87. Celle d'avant, c'était en 72. Donc on se dit, ça va arriver. Mais après, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans. Donc on ne sait pas trop. Ça peut être dans 10 ans même. On peut pas prévoir. Donc moi, j'essaie d'investir plutôt dans des grosses sommes d'un coup. Après, comme j'ai des rentrées d'argent régulières, j'investis aussi de manière régulière. Donc, effectivement, je fais ça tous les mois aujourd'hui. D'accord, tu as investi au début une grosse somme, mais donc la question c'était aussi pour savoir est-ce que tu continues d'investir aujourd'hui? La réponse est oui, parce que Oui, tu tout à continues fait. d'avoir des rentrées d'argent, évidemment, heureusement. Ouais, bah oui. C'est mieux, hein. Et comme mon but, c'est pas de m'acheter une Ferrari tous les 6 mois, ben voilà quoi. Et donc tous les mois, tu vas réinvestir un petit peu en bourse sur tes ETF. Comment tu choisis la somme que tu y mets? Est-ce que tu dis c'est en fonction de ce que je gagne? Est-ce que c'est la même somme tous les mois? Comment t'as décidé ça? Là, je vais te dire que j'ai eu une telle croissance de revenus ces dernières années, enfin et mois, qu'aujourd'hui, en fait, j'investis pas assez par rapport à l'argent que je gagne. Donc, il faut que je révise ça, en fait. J'avais une somme fixe et voilà. Et ça représentait, par exemple, je sais pas, 5-10% de ce que tu gagnes, plus, moins? Ou c'est pas comme Oh ça que non, tu l'avais non, calculé, ou c'est autre chose? Enfin, comment tu non, non, avais, non, toi, fixé ce… c'était une somme fixe que j'avais calculée par rapport à des pourcentages, mais dont je me rappelle plus maintenant. Mais typiquement, j'ai investi 70% de ce que je gagne, quelque chose comme ça. Hein. En bourse? Ouais. Ok. Ah ouais, Mais tu d'accord, sais, super, c'est top. non mais Ah, mais c'est top. le truc c'est que en fait, je gagne extrêmement bien ma vie. Et comme je te le dis, j'ai un mode de vie minimaliste. Mhm. Donc je vis extrêmement en dessous de mes moyens en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais moi aussi, hein, j'investis plus de 70% que ce que je gagne, mais c'est très rare. C'est pour ça que surtout en bourse. Enfin, moi, j'investis pas 70% en bourse, c'est surtout dans les startups, etc. Mais c'est top. Non, mais c'est génial, j'adore. Moi, enfin, encore une fois, c'est tellement rare. Je parle aussi pas mal de bourse sur cette chaîne YouTube. Il n'y a que 7% des Français qui investissent en bourse. Et c'est tellement dommage et il faut commencer tôt. J'ai interviewé Raphaël Carteni il y a un mois, je ne sais pas si tu connais, un YouTuber. Il a 25 ans et il a 300 000 euros en bourse. C'est juste Waouh, génial, quoi. c'est beau. C'est incroyable. Je dis, mais bravo, quoi. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, la bourse et du coup aussi l'immobilier dont on a parlé, ça représente quel pourcentage? Est-ce que la bourse, du coup, j'imagine, c'est peut-être plus de 50% de ton patrimoine aujourd'hui? Oui, j'ai un fichier Excel avec ça. Là, j'ai pas le chiffre de tête. Mais je crois que la bourse est 2 tiers. Alors non, enfin ça dépend. Si tu prends juste bourse immobilier, c'est 2 tiers bourse, 1 tiers immobilier. D'accord. Après, voilà, avec les autres, bon, tu vois, j'ai quand même d'autres investissements. Je te dis, j'ai les startups, j'ai un petit peu de crypto-monnaie aussi, j'ai un petit peu d'or, bon voilà. Et puis, après, il y a mon entreprise en tant que telle, tu vois. Normalement, je devrais la compter dans mon patrimoine et la valoriser, tu vois. Absolument. Mais moi, j'aime bien en fait regarder mon patrimoine sans ma boîte parce que je vois mon patrimoine juste comme voilà, une manière de diversifier mes investissements. Donc voilà. Un petit peu, Un petit peu, pas en tout tant que cas. ça. Ouais, ouais. Ouais, Est-ce effectivement. qu'il y a Non, j'ai pas fait de forêt. Écoute,
Ouais, non, enfin, j'avais investi dans un truc dans le Dakota du Nord pour profiter des trucs du pétrole. Et là, c'était clairement une erreur parce que j'y connaissais rien. Donc, j'ai perdu pas mal d'argent. Ah, Euh, merde. voilà. Non, mais ça m'a appris aussi à bien suivre le conseil de Warren Buffett et d'investir dans les trucs que tu comprends, tu vois. Ouais, absolument. Voilà. Bon, au début, tu sais, tu gagnes beaucoup d'argent, tu es tout feu, tout flamme, hein. Et Ah, donc, ouais, bien sûr. et donc voilà, je ne vois pas d'autre chose. Attends, je réfléchis. Hmm. Non, bah si, il n'y a rien d'autre, c'est très bien, hein. Qu'est-ce que tu penses, puisque je pense que tu prêtes beaucoup, enfin beaucoup, au moins un petit peu d'attention à la bourse et à ce qui se passe sur les marchés. Tu m'as parlé d'un ETF monde, tu m'as parlé de l'Europe. Oui, alors peut-être je te vois faire une moue, peut-être qu'en fait tu n'as aucune idée et que tu t'en fous, mais C'est le gros intérêt de La faire bourse, c'est qu'il n'y a pas besoin, c'est ça. avec la stratégie que j'utilise, j'ai absolument pas besoin de savoir comment les marchés fonctionnent, enfin où est-ce qu'ils en sont, quelle est la dernière crise, enfin ça n'a aucune importance. Moi, Ouais, le seul information qui m'intéresse finalement, c'est quand est-ce que c'est les soldes, quoi. Donc ouais. voilà. que j'allais te poser, mais si t'as pas d'avis, on passe à autre chose, il y a aucun problème. Qu'est-ce que tu penses du marché américain, toutes ces startups, toutes ces boîtes tech qui entrent en bourse, les GAFA, les machins. J'imagine qu'ils sont pas du tout surreprésentés dans ton portefeuille, puisque tu me parlais de l'Europe. Est-ce que c'est des boîtes qui te tentent en tant qu'investisseur en bourse, qui te tentent pas du tout? Moi, j'aime pas acheter des stocks individuels. Alors, c'est D'accord. vrai que c'est un peu paradoxal, voire contradictoire, puisque d'un côté, je suis quand même un peu business angel vu que j'investis dans des startups. Mais c'était plus un kiff qu'une démarche D'accord. d'investissement, honnêtement. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs années que je n'ai pas investi dans de nouvelles startups chez The Family. J'attends de voir ce que ça donne en termes de retour sur investissement, sachant que bon, c'est quand même beaucoup D'accord. plus aléatoire et que C'est sûr. ça peut mettre très longtemps avant de revenir. Mais voilà, en tout cas, je suis branché sur l'écosystème, ça me fait plaisir. Je reçois les news, je suis invité aux événements et bien sûr, ça va m'intéresser d'investir chez eux à nouveau plus tard en fonction des retours que j'aurais fait. Mais tu vois, par exemple, via eux, je suis investisseur chez Stripe. Je me fais pas trop de soucis pour cet investissement. Mais il faut voir en combien de temps on va voir quelque chose qui va revenir, quoi. Bel investissement, bravo. Ok, et alors j'avais encore une autre question sur tes investissements, mais elle m'a échappé, mais c'est déjà pas mal. Ah si, une question, tiens, un truc qui m'est venu en tête, et on en parlait à l'instant, hein, les Français, la plupart, investissent pas en bourse, il y a très peu de Français qui investissent en bourse. Il faut effectivement être capable de se connecter sur son compte et de voir qu'on a perdu la moitié, et quand c'est des grosses sommes, des dizaines, mais a fortiori des centaines de milliers d'euros, ou des millions, quand tu as fait diviser par deux, évidemment, ça peut faire un peu mal. Voilà, faut bien comprendre que tant que t'as pas vendu, c'est des pertes virtuelles, donc c'est pas des vraies pertes, quoi. Faut gérer, quoi. Faut gérer émotionnellement le truc. Faut gérer Euh, émotionnellement. Tu sais quel est le pourcentage de Français qui investissent dans l'immobilier? Non, mais j'imagine que c'est énorme, 80%, Écoute, 80%. moi je vais te dire, à force de voyager, tu découvres des trucs sur ta propre culture par contraste, tu Ouais, vois. C'est c'est fou. clair. En France, on est complètement, les gens sont fadas d'immobilier. J'ai jamais vu ça Ah bah ça, ouais, ouais. nulle part Ouais, ailleurs. Mais absolument. c'est Ah ouais, on est n'importe les quoi. champions, ouais. C'est Ah ouais, n'importe c'est vrai. quoi. Je sais pas pourquoi. Historiquement, je pense qu'historiquement, ça s'explique parce que pendant longtemps, le statut d'entrepreneur, tu vois, c'était pas très bien valorisé. Il y avait pas mal ouais, de stigmatisation par rapport à ça. Que les gens voyaient aussi l'immobilier comme une manière de faire l'optimisation fiscale légale, facile, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de facteurs. Et à mon avis, c'est triste parce que ça participe au manque de culture entrepreneuriale en France qui fait Absolument. qu'on n'est pas aussi compétitif et dynamique qu'on le devrait, quoi. Même si c'est en train de changer, hein, les choses quand même. Mais voilà, c'était juste ma parenthèse pour dire, les amis, si vous vous Ouais, mais je suis intéressez à d'accord. l'immobilier, essayez de vous intéresser à autre chose aussi. Parce que franchement, dans le reste du monde, il y a pas, j'ai jamais vu un autre pays aussi fada d'immobilier que la France. C'est fou. Ouais, Il doit y en avoir, hein, mais j'en ai pas vu. Je pense que Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi un côté, tu vois, tangible. Beaucoup de gens, moi, me disent ah oui, mais l'immobilier, ce que j'aime bien, c'est que c'est concret, etc. Mais effectivement, il y a plein d'autres pays où les gens aiment les choses concrètes. Et aux États-Unis, par exemple, tu as 35% de la population qui a des actions en bourse, quand en France, c'est 7%. Et la bourse a surperformé systématiquement. Comme tu le disais, on a des études sur, voilà, sur les 100 et quelques dernières années. La bourse rapporte plus d'argent que l'immobilier. Et pourtant, les Français, tu vois, on regarde pas les chiffres, on dit ah ouais, mais l'immobilier c'est tangible. Et c'est fou, moi j'ai la chance de rencontrer énormément d'investisseurs, de potentiels investisseurs, etc., de par mon métier, ce que je fais et ma chaîne YouTube, etc. Et effectivement, 99,9% des gens, ils commencent par me dire, bon, bah moi je suis investisseur, je fais de l'immobilier. Et je suis comme toi, je me dis, bon, mais sortez un peu de ça, les gars, il y a d'autres choses, quoi. Bon, c'est un autre débat. Alors, la question que je voulais te poser à ce sujet-là, donc l'immobilier, tu en as un petit peu parlé sur ta chaîne YouTube, les crypto-monnaies, tu en as un petit peu parlé, et la bourse,
À ma connaissance, alors, tu produis énormément de vidéos, donc peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, t'en as quasiment jamais parlé ou t'en parles très peu. Est-ce Bah, j'en ai parlé à peu près autant que l'immobilier, hein. J'ai parlé de ma stratégie des ETF et d'un livre que je recommande fortement qui s'appelle The Millionaire Expat, donc l'expatrié millionnaire, qui explique vraiment tout ce qu'il faut, la base, pour investir comme je le fais de manière entièrement passive. Tac. Ok, je voulais savoir s'il y avait une raison, mais il n'y a pas de raison, tu en as parlé autant. Très bien. Alors, il y a une question que j'aime bien poser, mais tu y as déjà répondu en vidéo, tu y as déjà répondu là. Je pense que, bon, voilà, peut-être si tu as un commentaire à faire, sinon, si c'est du vu et revu, on n'en parle pas. C'est quel est le meilleur investissement que tu as fait de ta vie? Donc, c'est tu as investi dans toi-même. Ouais. Est-ce que tu veux. Bah Vas-y, écoute, enfin, c'est quand j'ai déjà le premier meilleur investissement de ma vie que j'ai fait, c'est quand j'ai quasiment investi toutes mes économies pour acheter mon premier PC quand j'avais 15 ans. Parce que ça m'a permis de développer les compétences informatiques qui m'ont permis de créer ma boîte après, tu vois. Ensuite, bah, c'est l'argent que j'ai mis dans ma première entreprise. Après, c'est pareil, ce que j'ai mis dans ma deuxième entreprise, le consultant marketing que j'ai payé un Sébastien Knight pour m'aider à faire mon premier lancement. C'est tout ça. Donc clairement, les meilleurs ROI, aujourd'hui, voilà, tu mets 1000 euros dans la pub Facebook, tu en as peut-être 5000 qui revient, ou même 2500, tu vois, c'est juste n'importe quoi. Donc clairement, c'est du ROI que tu retrouves nulle part ailleurs, hein. Ouais, clairement. Et le ROI sur créer ta boîte c'est un truc dont je parle dans mon bouquin en tant qu'investisseur, investir 100 balles dans ta boîte, dans un nom de domaine, et ça peut rapporter des milliards. Ben oui, des milliards. mais c'est ce que je dis toujours à mon audience. Je leur dis, regardez, avec la quantité d'efforts qu'il fallait il y a 25 ans pour avoir un business local, et pour une fraction du coût, vous pouvez avoir une multinationale aujourd'hui de chez vous, quoi. Parce que vous allez avoir des clients dans plusieurs pays. C'est juste incroyable. On vit un rêve pour les entrepreneurs. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile et que c'est automatique et qu'il suffit de créer un site pour que ça tombe tout pied dans le web. Bien sûr que non. Il faut quand même bosser. C'est quand même difficile, mais c'est beaucoup moins difficile qu'avant. Et quand on réussit, on a un effet de levier énorme qui était juste inimaginable il y a quelques années. Et ça, c'est juste incroyable. Ouais. Pour revenir sur les fameux 1000 euros dont tu parlais à l'instant, une question que j'aime beaucoup poser, je pense, peut-être qu'on te l'a déjà posée, je ne sais pas, mais je trouve que les réponses en général sont intéressantes, et je pense que la tienne va l'être particulièrement. Imaginons que tu repartes de zéro. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'Olivier Roland, il n'y a plus de livres, c'est une perspective un peu triste. Il n'y a plus rien, tu repars de zéro, tu n'as rien. Mais bien sûr, tu as tes connaissances d'aujourd'hui. Tu sais faire un certain nombre de choses, mais tu n'as aucun réseau, aucun contact, personne ne te connaît. Et tu as 1000 euros, les fameux 1000 euros. Sur ton compte en banque, tu as 1000 euros. Tu as de quoi manger et te loger. Tu as simplement 1000 euros à dépenser dans ton business pour recréer un business. Alors la question sous-entend que tu recréerais un business, j'imagine que oui. Qu'est-ce que tu ferais avec ces 1000 euros? Comment tu les dépenserais? Quelles seraient tes premières actions? Et la question, c'est pour les gens qui nous regardent un peu les inspirer en disant moi j'ai 1000 euros aujourd'hui, je pars de zéro, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire un peu comme Olivier vous ferait, quoi? Oui, alors déjà, tout de suite, j'enregistre, je prends un nom de domaine et je crée un blog, comme ça c'est fait. Et puis, clairement, l'inconvénient du blog, c'est que ça met longtemps à se mettre en route, tu vois, plusieurs mois. Mais le gros avantage, c'est que après, c'est une machine qui fonctionne pour toi. Donc, je préfère démarrer le plus vite possible, mettre en route la machine parce que je sais que dans quelques mois, je serai très content de l'avoir. Même si au début, il faut mettre le couteau entre les dents et puis y aller, quoi, hein. Donc déjà, voilà, bon, ça va pas me coûter grand-chose. Après, j'utiliserai, parce que si j'ai que 1000 balles, je les utiliserai pour durer le plus longtemps possible sans avoir besoin de gagner d'argent, parce que il faut quand même, c'est ça au début, tu vois, tu dois tenir le plus longtemps possible avec un niveau de vie minimal jusqu'au moment où ça commence à bien marcher. Et puis ce que je ferai en fait, c'est que je contacterai des gens connus du secteur ou moins connus et je leur proposerai mes services. C'est pas du tout le but à terme d'échanger son temps contre de l'argent, mais c'est probablement la manière la plus facile de démarrer. Parce que là, tu me dis, tu n'as plus rien, tu n'es plus connu, mais tu as encore tes compétences. Bon, clairement, avec mes compétences, je peux aider à transformer des business. Je pense qu'en fait, j'irai trouver des gens où je peux voir qu'ils ont du potentiel, mais il leur manque, tu vois, l'approche marketing et tout ça. Et je leur proposerai un deal, en fait, du genre, OK,
vous avez une belle audience et tout ça, moi je pense que je peux vous amener X euros en plus de revenus avec un produit, je m'occupe de tout. Vous, il faudra peut-être que vous fassiez 5 à 10% du travail, quoi, quelque chose comme ça. Moi, on fait 50-50, tu vois, un truc comme ça. Et ça me permettrait de redémarrer rapidement, de gagner rapidement de l'argent, de faire mes preuves vite fait dans le métier, et puis voilà. Et ça me permettrait de démarrer sur les chapeaux de roue, en fait, tout simplement. Hyper intéressant, j'aime beaucoup. Alors ça, pour le coup, c'est une réponse que j'ai jamais eue, mais hyper intéressant parce que quelqu'un qui nous regarde peut tout à fait faire ça, mettre ça en place, c'est hyper actionnable. De dire, bah oui, si tu pars de zéro et que t'as pas d'audience et que tu nous regardes, bah tu peux aller trouver quelqu'un qui te plaît ou tu penses qu'il a du potentiel et qu'il l'exploite pas assez. Et c'est facile hein, de prendre ce que quelqu'un fait ailleurs. Tu peux dire, bah tiens, je sais pas, Olivier, il vend de telle façon, ou Gabriel, il vend de telle façon, et ce mec-là, je l'aime bien, mais il l'applique pas. Et donc on va essayer d'appliquer ça, prendre ce que j'ai observé, ce qu'ils font, et le faire, et on partage, on fait un deal. Effectivement, si c'est du 50-50 gagnant-gagnant au résultat, la personne n'a pas de raison de refuser. Donc hyper actionnable et réponse hyper intéressante, je te remercie. Alors il y a un point que tu as soulevé que je trouve passionnant, fascinant, et on a ça en commun, toi et moi, et je trouve qu'il faudrait un petit peu démystifier ce point, c'est l'idée que il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, on voit tellement sur YouTube de mecs qui disent ouais j'ai réussi, regarde tout l'argent que je gagne, c'est facile, fais comme moi, il suffit d'acheter ma formation. Et moi, je trouve ça hyper dommage, regrettable, embêtant, parce qu'il y a des gens qui se disent bon bah voilà, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, et pour l'instant je gagne pas d'argent, et donc je suis une merde, j'ai raté, c'est un échec total. Et on a ça en commun, toi et moi, c'est qu'on a quand même galéré pas mal, on a quand même mis vachement de temps avant d'y arriver. Enfin, toi, c'est ce que j'ai lu dans ton bouquin, c'est ce que j'ai cru comprendre, même si en fait tu as eu du succès assez vite avec ta boîte, mais tu travaillais beaucoup. Mais tes sites, tes blogs, ils mettent du temps à se référencer, hein, tu l'as dit toi-même, c'est sur du long terme. Moi, j'ai galéré pendant des années et des années sans gagner d'argent, puis j'ai fini par y arriver. Et est-ce que tu penses pas qu'on est un peu, il y a un peu cette tendance sur YouTube de tu vas réussir tout de suite? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour encourager les gens? Moi, je voudrais au contraire dédramatiser en disant attends, si ça prend 1 an, 2 ans, c'est normal. Dans 2 ans, tu seras quand même content d'être indépendant et d'être libre financièrement, mais ne te décourage pas. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça déjà, et si on pourrait peut-être faire quelque chose, on pourrait lancer une série de vidéos, toi et moi, pour dire aux gens, attends, du calme, accrochez-vous, c'est lent et c'est normal. T'es d'accord avec ça ou pas? Bah écoute, je t'avoue que je regarde pas trop les vidéos des petits nouveaux sur YouTube, donc je saurais pas trop répondre à cette question. Écoute, c'est aussi un reproche qu'on m'a fait à moi et à d'autres collègues à l'époque, on donnait l'impression que c'était trop facile. Moi, j'ai toujours dit que fallait travailler, que c'était pas facile, que c'était difficile, mais que c'était possible, et que quand même on était dans une période extraordinaire, ce que je disais tout à l'heure, que c'est vraiment incroyable les opportunités qu'on a par rapport à il y a 25 ans, et aussi l'effet de levier incroyable que nous donnent les nouvelles technologies. Donc, clairement, et puis par contre, c'est vrai que je me rappelle récemment, j'avais été invité pour donner un talk dans un mastermind d'infopreneurs français, et à la fin, dans les questions-réponses, il y a quelqu'un qui m'a challengé sur le blog en me disant oui, mais regarde, il y a un de tes élèves qui est là, il a mis 2 ans à réussir à devenir blogueur professionnel. Et je lui dis bah ouais. Et il me dit mais oui, non, attends, mais justement, exactement, c'est ce que je me suis dit, mais non, le gars il disait ça en disant c'est lent, tu vois. Et je me suis dit mais non, je lui ai dit mais c'est pas lent, tu te rends pas compte, 2 ans, le gars il travaillait à temps partiel à côté de son boulot, il a mis rien du tout en investissement et tout. Il me dit oui, mais il aurait fait de la pub Facebook, ça aurait été plus vite. Je lui dis non mais la pub Facebook peut-être, mais il y avait un risque beaucoup plus important et ça aurait pu ne pas marcher. Il y aurait eu un coût financier qu'il aurait peut-être pas pu gérer, et en plus de ça, il n'avait pas forcément la maturité au début de comprendre ce que son audience voulait, de comprendre qui étaient les gens qui étaient intéressés par son truc, et donc il a bâti son audience en même temps que son expertise, et c'est ça aussi qui lui a permis d'arriver là où il en est, tu vois. Donc voilà, après, tu vois, il y a différentes écoles, différentes approches possibles, et clairement, il n'y a pas que le blogging et cette approche qui est organique, lente, qui est possible, hein, mais elle a quand même beaucoup d'avantages, et voilà. Et donc tous les gens qui pensent réussir en 3 mois et qui se découragent au bout de 3 mois, bah non, les gars, franchement, déjà si vous réussissez en 2 ans, c'est déjà énorme, mais c'est rien du tout, 2 ans c'est rien du tout. Surtout si vous faites ça à temps partiel à côté de ce que vous faites déjà, imaginez. Je veux dire, il y a 25 ans, vous pensez qu'il y avait beaucoup d'entreprises comme ça, vous pouviez démarrer à temps partiel et qui commencent à bien marcher au bout de 2 ans. Jamais. Ça existait très peu, quoi. Donc, il faut se rendre compte de ça. On a trop, voilà, tu vois, il faut se rendre compte là maintenant. On est entouré par Internet, on prend ça pour un acquis. Il faut avoir un petit peu de gratitude pour ça et se rendre compte de ce que ça nous apporte. Et je suis hyper d'accord. Enfin, je pense qu'il faut faire l'éloge de la lenteur. Si ça te met 2 ans,
mais que ça change ta vie. Et effectivement, si tu réussis, ça va changer ta vie de A à Z. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler, etc. 2 ans, c'est rien. On vit dans un monde où en fait, on est un peu obsédé par la gratification instantanée. Et c'est un peu un problème. Voilà. Ça, c'est un piège. Honnêtement, c'est un piège, hein. Ouais. Et les gens qui se disent je vais réussir en 6 mois, 3 mois, 2 semaines, bon voilà quoi. D'ailleurs souvent on voit dans les parodies des trucs comme ça, c'est comment gagner 1 million en 5 secondes, tu vois. Donc voilà. Et alors malheureusement la nature humaine est ainsi faite que oui, c'est sûr que si on pouvait choisir entre j'appuie sur un bouton et je réussis dans 2 ans ou j'appuie sur un bouton et je réussis dans 5 minutes, on va prendre plutôt la deuxième option. Mais et donc c'est sûr qu'il y a aussi des gens qui ont tendance à malheureusement adapter leur marketing par rapport à ces attentes-là. Donc c'est aussi la responsabilité, c'est votre responsabilité, vous l'audience, qui après allez acheter les produits, de résister à ce genre d'appel instinctif et de comprendre un petit peu la réalité des choses, quoi. C'est parce qu'ils utilisent aussi ce marketing parce que ça marche, donc c'est aussi une part de la responsabilité de l'audience, quoi. Bon, j'espère que cette parenthèse, cette discussion sera un encouragement pour ceux qui sont dans la lenteur. Enfin, qui sont pas encore arrivés. Courage, vous allez y arriver. Alors, Olivier, tu sors la 2e édition de ton livre. Je pense que le moment est venu d'en parler. On n'en a pas encore parlé, mais c'est une de tes actualités du moment, si je comprends bien. Et il y a 2 gros. Enfin, tu vas nous en parler. Ce que moi j'en sais, c'est qu'il y a 2 nouveautés. Premièrement, tu l'as raccourci, je crois. Oui, bah écoute, c'était. Moi, j'ai lu la version 1. Je peux te dire que oui, c'est long, hein. Donc c'est. Ouais, c'est clair. Bah, j'ai voulu écrire le livre que j'aurais aimé avoir à 19 ans quand j'ai créé ma première boîte, parce que j'y connaissais rien, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai fait l'erreur classique de la plupart des auteurs de premiers livres, c'est en fait de vouloir trop. J'avais peur de pas assez en donner, du coup j'en ai trop donné. Et en plus, je l'ai écrit sur 4 ans, donc ça n'a pas aidé non plus à faire en sorte que je synthétise au top les choses. Il y a eu des répétitions et tout ça. Donc, c'était un de mes objectifs dans la 2e édition, de le raccourcir. Et donc, il est passé de 230 000 mots à 200 000, ce qui fait à peu près un peu moins de 15% de réduction. Et bon, voilà, ça reste quand même gros, hein. Il y en a qui ont adoré le côté Bible, donc ça, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous en servir comme arme de défense, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il est plus concis, il y a moins de répétitions, il y a des passages inutiles qui ont été, enfin inutiles en tout cas, où je trouvais que ça apportait pas une valeur immense, qui ont été enlevés ou raccourcis. Et il y a aussi en fait toutes les études, quand je le pouvais et que j'ai trouvé des études scientifiques plus récentes, elles ont été mises à jour puisqu'il y a quand même plus de 400 références scientifiques dans ce livre. Ouais. Donc, et c'est prévu qu'au fur et à mesure des éditions, il reste tout le temps up-to-date. Génial. Et alors la 2e grande nouveauté, et alors tu sais, on en a parlé en off tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup sourire, ça nous fait un super point commun, c'est que tu as une préface de Xavier Niel. Est-ce que donc comme mon bouquin, mais c'est top, j'en suis enfin je suis ravi, très content. Et d'ailleurs, tu vois, avoir la même préface qu'Olivier Roland, je te précise que j'en suis hyper touché et fier. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi tu as demandé à Xavier Niel? Quelle était ton idée derrière ça? Est-ce qu'il y a une signification, un but? Enfin voilà. Ouais. Écoute, à ma grande honte, enfin pas honte, mais bon, c'est triste. J'ai pas pensé à lui proposer à Xavier Niel d'écrire la préface avant que la première version soit publiée. En fait, ça m'est même pas venu à l'idée. Mais je me suis retrouvé à BFM TV dans une émission centrée sur les livres. J'étais invité avec un autre auteur et on a parlé de nos 2 bouquins. Et donc cet auteur m'offre son livre à la fin de l'émission et je me rends compte que ça a été préfacé par Xavier Niel. Et je lui dis mais... Et ça c'était peut-être 3 mois après la sortie du livre, tu vois. Et je lui dis... en train de me dire qu'il n'y a pas que nous 2. Oh là là, mon Dieu. Et donc je lui dis mais attends, mais c'est dingue. Comment tu as fait pour avoir une préface de Xavier Niel? Il me dit j'ai utilisé cette nouvelle technologie qui s'appelle lui demander. Et je lui dis non, tu lui as demandé? Il a dit oui, il m'a fait ouais. Et je lui dis mais attends, mais t'as l'adresse email de Xavier Niel? Il me fait ouais, tu la veux? Je fais ok. Et donc il m'a filé l'adresse email de Xavier Niel. Et là ça m'a fait tilt parce que je me suis dit mais attends, mais Xavier Niel et moi, on a plein de points communs, quoi. Le mec, il a arrêté l'école à 20 ans. Alors bon, il a le bac, certes, contrairement à moi, mais quand même. Et en plus, il est très critique du système éducatif. Et comme moi, il propose des solutions, et encore plus concrètement, puisqu'il a créé l'école 42. Et donc, je me suis dit, mais c'est parfait. Donc, je vais lui écrire. Je lui ai écrit donc en décembre 2016 en me présentant, en lui expliquant le truc, en lui disant que bon, le livre était sorti mais qu'on pouvait rajouter sa préface dans une nouvelle impression, pas de nouvelle édition, une nouvelle impression. Et il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu, mais c'était juste avant les fêtes, donc j'en ai pas voulu. Je l'ai relancé gentiment, genre 3 semaines après les fêtes, tu vois.
Et là, il m'a répondu une semaine plus tard en me disant ok, bah il y a un tel et un tel qui vont regarder, tu vois, et c'était genre la responsable marketing de Free et l'attaché de presse d'Iliade qui m'ont répondu un mois plus tard non, sans aucune explication. Donc je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave, moi j'aurais demandé, hein, de toute façon c'est ce qui aurait pu arriver dans le pire des cas qu'ils me disent non, donc j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, on continue. Et là quand la deuxième édition, quand j'ai rendu le manuscrit de la deuxième édition, je me suis dit mais c'est pas parce que quelqu'un te dit non une fois qu'il va te dire non pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que ça me coûte de lui redemander en sachant que le livre a quand même cartonné, donc peut-être qu'il en a entendu parler et qu'en plus, depuis, j'ai donné une présentation à l'école 42 qui a très bien marché. Elle a été vue 80 000 fois sur YouTube et plus de 2 millions de fois sur Facebook. Donc je me suis dit, on sait jamais. On sait jamais. Oui, c'était une vidéo résumée, tu vois. Et je me suis dit, on sait jamais. Je vais lui écrire, tu vois. Je lui écris un mail. Je me représente. Je fais comme si je l'avais jamais écrit parce que je me suis dit, il va pas se rappeler de moi de toute façon. Il me répond une demi-heure plus tard en disant, OK. Et il me joint une capture d'écran et j'ouvre la capture d'écran, c'est sa commande Amazon de mon bouquin plusieurs mois avant, tu vois. Et je me suis dit, holy shit! Incroyable. Bah oui, incroyable, exactement. Moi, j'y croyais pas mes yeux, tu vois. En fait, j'ai appris à ce moment-là que Xavier Niel avait lu mon bouquin, tu vois. Donc voilà. Et donc voilà, il a accepté. Et je suis très content que voilà, le livre et la préface de Xavier Niel. Et d'ailleurs, je suis très content aussi puisque là, j'étais sur Paris il y a 2 semaines et qu'on s'est vu, on s'est pris un café et très très sympa. On a bien discuté d'un peu de tout. Quelqu'un de très sympa et accessible. Et voilà, je suis très heureux de ça. Et c'est vrai que je suis honoré parce que Xavier Niel, c'est quand même, tu vois, bon, voilà, c'est sans doute l'entrepreneur français qui se rapproche le plus des pointures américaines. Il a un excellent état d'esprit. Le mec, voilà, il a pas de diplôme. Je pense c'est vraiment quelqu'un qui a apporté beaucoup de valeur en France et dans d'autres pays et qui continue à inspirer beaucoup de personnes de par son mindset et ce qu'il fait. Et puis, sans compter qu'effectivement, c'est aussi un business angel au top. Donc, bravo. Heureusement qu'on a des mecs comme ça en France. Bon, bah c'est très bien. On espère que tu prendras la relève ou qu'on prendra la relève. Bon. Ouais, bah alors bon, c'est sûr que j'ai pas non plus la même approche que lui. Tu vois, on discutait de. Moi, je suis vraiment, comme tu disais, il y a certains qui disent que je suis le Tim Ferriss français. Ils disent ça parce que je me focalise vraiment sur ma qualité de vie. Mon objectif, c'est pas de maximiser mon revenu. Voilà. Et je discutais avec Xavier parce que je lui dis, mais comment tu réponds à tous tes mails? Je lui ai demandé parce qu'il a répondu à mes emails quand même. Il me dit oui, grosso modo. Je lui dis, mais tu passes combien de temps par jour à répondre à tes emails? Il me dit entre 5 et 6 heures. Tu te rends compte? Entre 5 et 6 heures. Et je lui dis, mais tu fais que ça? Alors il me dit, oh non, tu sais, mais là, non, je fais ça quand je fais dans le déplacement, quand je me réveille, quand tu vois. Il fait ça en gros dans ces moments, dans ces trous de la journée. Apparemment, il y a 5 à 6 heures de trucs à combler. Et il me dit, c'est mon boulot. Tu vois, c'est mon boulot. Je lui dis, tiens, c'est dingue, tu vois. Donc voilà, il est vraiment impliqué dans la boîte et il me dit, des fois, il reçoit des demandes de support. Quoi. Il y a des gens qui lui écrivent parce que c'est leur Freebox, elle déconne. Alors, il transmet aux bonnes personnes, mais alors ça lui permet d'être bien connecté à ce qui se passe, tu vois, quand même. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement bosseur et qui est méga impliqué dans le quotidien. Donc, ça, c'est pas trop mon style. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est admirable, c'est sûr. Après, est-ce que je vais faire pas comme lui? Probablement pas. En tout cas, c'est vrai que Xavier met un point d'honneur à répondre à tous ses mails. Moi aussi, il me répond à chaque fois. Et on se demande. Enfin, c'est vrai que toi, peut-être pas, mais moi, tu vois, pour lui, je suis rien, quoi. Il pourrait complètement m'ignorer. Il a pas le temps. Il a mieux à faire. Il le fait. Et c'est impressionnant, effectivement, 5-6 heures par jour, c'est complètement fou, complètement dingue. Et alors, tu disais que le livre avait cartonné, tu as les chiffres, oui, j'imagine, de vente de la première édition, c'est énorme, je crois. Tout à fait. Tu nous les présentes. C'est un peu plus de 70 000 exemplaires vendus en 3 ans. Incroyable. Alors, vraiment, en agrégant les 3 formats, hein, donc papier, numérique, audio. Donc c'est multi-best-seller, enfin t'es quoi, t'es dans les top ventes françaises, tout confondu, non? Non, parce que déjà, là on parle de livres pratiques, hein, c'est sûr que les livres de fiction, les best-sellers se vendent beaucoup plus. Dans les livres pratiques, c'est vraiment pas mal, effectivement. Après, tu as des livres qui se vendent beaucoup plus aussi. Hein, donc bon, on va dire qu'il est probablement dans le top 10 ou 5% des livres qui se vendent le plus dans la catégorie business, ça c'est clair. Ouais. Non, c'est excellent. Et tu as l'ambition avec l'édition 2, c'est quoi? C'est d'en revendre autant ou... Le but, c'est d'atteindre au moins 100 000 exemplaires, ça c'est sûr, le plus vite possible. Hein. On est sûr qu'on va les atteindre, les 100 000. La question, c'est plutôt quand, en fait. Donc, l'idée, c'est d'atteindre ça le plus vite possible.
et puis de continuer comme ça. Idéalement, tu voudrais les atteindre quand, toi, les 100 000, l'année prochaine? Bah, avant la fin 2020, ouais, tout à fait. Ce qui est quand même un pari parce que ça voudrait dire de vendre 30 000 de plus en un an, alors qu'on en a fait 70 000 en 3 ans. Donc, et même avec la seconde édition, en général, les ventes quand même diminuent en général de mois en mois. Bien sûr. Hein, c'est logique. Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est clairement un long seller et probablement que dans 10 ans, il se vendra toujours, hein, ça c'est sûr. J'espère. Je te le souhaite. Ouais. t'as raison. C'est un peu comme la semaine de 4 heures ou les livres de Robert Greene, tu vois. Donc voilà. Et aussi, ce qui est génial, c'est que il y a une maison d'édition américaine qui a signé un contrat pour la J'allais te le publier. demander. Oui, donc ça sera voilà. J'ai rendu le manuscrit pour la version anglaise il y a quelques temps et ça sera normalement publié en anglais fin 2020 ou début 2021. Donc ça sera États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Australie et Inde. Ça va être la classe. Génial. Ça, c'est cool. Ouais. Mon projet pour 2020, c'est de publier le mien en anglais aussi. Et à l'occasion, je te demanderai si tu veux bien les contacts de la maison d'édition. Je ne sais pas si ça peut les intéresser, mais pourquoi pas. Alors, j'ai moins de ventes réalisées en France, évidemment, mais à l'occasion, Pourquoi pas? pourra être intéressant. Génial. Et la version audio va être faite aussi, avec la version 2? Alors non, c'est pas prévu. Faut savoir que pour le coup, on parlait tout à l'heure en off que les éditions Le Duc, mon éditeur, ils sont vraiment au top, ils sont au taquet. Mais là, pour le coup, sur la version audio, ils ont été un petit peu trop efficaces parce que en fait, ils m'ont envoyé un mail en début 2018 en me disant «Hey, bonne nouvelle, il y a Audible qui a demandé à faire ton livre en audio, on a signé le contrat». J'ai dit «Ah génial, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me mettre en connexion avec eux parce que j'aimerais au moins lire le tout début du livre histoire d'accueillir les lecteurs et tout ça». Et ils m'ont répondu, ils me dit «Ah mais désolé, le livre est déjà enregistré». Incroyable, ouais, c'est bien. Donc Ils là, sont au je leur ai taquet. dit «Bon les gars, vous êtes efficaces, mais là vous avez été trop C'est clair. efficaces». Incroyable. Donc voilà, et en fait, voilà, donc c'est un processus différent. Audible, c'est vraiment une boîte à part. Ils repèrent les livres qui fonctionnent bien et ils négocient directement avec les éditeurs pour ça. Donc je pense pas que ça va être rentable pour eux de faire une nouvelle version pour la deuxième édition, en sachant quand même que la première, c'est 21h30 d'écoute. Donc ça a dû leur demander un budget quand même assez Je important. crois que je l'ai écouté en audio. Mais bon, moi. écoute, le premier livre est quand même, malgré ses imperfections, Oui. a quand même pas mal plu, il a quand même pas mal inspiré. Donc, Et d'ailleurs, je pense il a qu'il très va bien- continuer à apporter de la valeur. Ouais, et il a très très bien marché sur Audible d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris. Comment Oui, t'expliques tout à fait, ça, ouais. tu sais, Ouais, ou ouais. pas? Enfin, Bah écoute, déjà, il y a là quand même sa longueur qui fait qu'il se prête bien à l'écoute. Et puis de toute façon, bon, on sait que le podcast a le vent en poupe depuis déjà un certain temps en francophonie. Et parce que voilà, de plus en plus de gens réalisent qu'ils passent beaucoup de temps dans les transports tous les jours ou à faire des activités qui ne demandent pas une concentration intense, comme du vélo ou de la vaisselle, tu vois, et que ça serait mieux d'utiliser ce temps pour apprendre, pour se développer plutôt que de se distraire. Donc c'est sûr que ça participe à ce mouvement. Et puis il y a aussi pas mal de gens qui ont pris la version audio alors qu'ils avaient déjà la version papier, parce que ça permet de consommer entre guillemets le livre différemment, tu vois. Il y en a même qui m'ont dit que du coup ils l'écoutent sous la douche. Alors c'est sûr que sous la douche c'est plus compliqué de lire le livre papier, hein, on est d'accord. Donc voilà quoi. Parce que 21 heures de douche, il faut y aller. Hein. Ouais, c'est clair, Mais c'est clair. écouter en version audio et pas lu en l'occurrence. C'était quand il est sorti. Génial. Et est-ce que tu connais le titre de la version anglaise? Pas encore. Alors, il faut savoir que c'est très intéressant ça au niveau linguistique parce que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ça claque en français, vraiment, c'est un super titre. C'est difficile de ne pas avoir envie de juste prendre le livre pour regarder de quoi ça parle quand tu vois le titre, tu vois. Tellement ça t'interpelle. Mais quand tu traduis littéralement en anglais, ça n'a pas du tout le même impact en fait. Non, everyone didn't have the chance to fail at his studies, par exemple, tu vois. Bah, ça résonne pas du tout dans le monde anglo-saxon. C'est clair. Probablement parce qu'il n'y a pas la même notion d'échec scolaire qu'en francophonie. Donc, on essaie de trouver un titre qui va impacter comme ça les gens et qui est son équivalent en anglais. Donc, on ne sait pas encore. Il y a quelqu'un qui m'a donné une bonne idée, c'est Why C students rule the world. Donc, pourquoi les étudiants C, c'est-à-dire les cancres en fait, règnent sur le monde. Ça parle un petit peu plus déjà aux Américains. Ça parle un petit peu plus. Mais à voir. On n'a pas encore trouvé de titre définitif. Ok, très cool. Bah, si j'ai une idée, je te l'enverrai. Mais c'est intéressant. Les six Ouais, students, bah, avec plaisir. on ne connaît pas ça en France, mais il y a une phrase que j'adore. C'est donc il y a les ABC, les A, c'est les meilleurs, et les C, c'est les cancres. Et c'est une phrase qui disait les A students travailleront et auront pour manager les B students qui travailleront dans les boîtes créées par les C students.
J'ai adoré ça. C'est ça. Voilà, donc on voit que tu vois, ça parle plus aux Américains déjà. C'est clair. Ok, trop cool, Olivier. Merci de nous avoir parlé de tout ça. Pour terminer, j'ai une question que tu connais forcément puisque je l'ai volée à Tim Ferriss. C'est complètement volé. Alors là, aucune honte. C'est si tu avais un panneau d'affichage géant sur lequel tu pouvais écrire ce que tu voulais et qui va être vu par des millions et des millions de personnes. Au-delà, bien sûr, d'afficher ton bouquin, que tu pouvais écrire une phrase. Qu'est-ce que tu écrirais? Il y a plein de trucs que j'aimerais écrire, donc j'ai le droit d'écrire une phrase. Hein. Ouais. Bougez-vous les fesses. Ok. Ouais. Oui, l'action est la prémisse de tout. Si tu ne bouges pas, tu fais rien. C'est ça, j'imagine, l'idée qui est derrière. C'est ça. Exactement. Exactement. T'es quelqu'un qui se bouge les fesses? Ben, j'essaye. J'essaye de toujours être en mouvement, de me donner des défis, tout ça. Ouais. Tu as un grand défi pour 2020? À part, on en a parlé de plusieurs déjà, mais. Ouais, bah écoute, c'est de faire en sorte que le livre anglais soit un bon défi. Puis après, voilà, c'est tu vois, de toujours continuer à développer le business, de roder les équipes et tout ça. Mais c'est vrai que quand même, je me lance toujours des défis. Tu vois, là, il y a 1 mois et demi, j'ai donné pour la première fois une conférence entièrement en portugais devant 500 personnes au Portugal. Ça fait partie des trucs que je fais, tu vois, j'aime bien ça. Mais j'ai pas. C'est vrai que ça fait un moment. Il faut que je me trouve un grand défi en fait. Écrire mon livre et en faire un best-seller, c'était pour moi un grand défi. Tu vois, j'avais déjà une boîte qui me permettait de gagner très bien ma vie, qui inspirait des dizaines de milliers de personnes par mois, qui me donnait une liberté totale. Et je me suis dit, ok, c'est quoi l'étape suivante? Ça, c'était en 2012. Et je me suis dit, tu vois, j'ai regardé la pyramide de Maslow et je me suis dit comment je peux faire un truc qui va me permettre de me réaliser et d'apporter beaucoup de valeur au monde, tu vois. Et je me suis dit, je vais créer mon propre chef-d'œuvre en fait. Je vais tout donner pour écrire le livre que j'aurais aimé avoir et pour aider tous les gens comme moi qui veulent réussir autrement. Et ça m'a beaucoup porté, ça a été un grand défi pour moi. Même si encore une fois, c'est pas un livre parfait, clairement. Mais voilà, en tout cas, j'ai tout donné pour essayer de donner le maximum de valeur dans ce bouquin. Et aujourd'hui, il faut que je trouve en fait un nouveau défi comme ça qui me donne le feu sacré. Et je pense, tu vois, la vie, c'est une question de cycle en fait. Tu vois, on peut voir le développement personnel par exemple et le bouddhisme comme assez contradictoires parce que le développement personnel voit plutôt le bonheur dans le fait de s'améliorer, alors que le bouddhisme voit plutôt le bonheur dans le fait d'apprécier ce qu'on a déjà. Donc comment tu réconcilies les deux visions, tu vois? Comment tu t'améliores si tu n'es pas en partie insatisfait de ce que tu as déjà? Et je pense en partie, tu réconcilies ça avec des cycles. C'est-à-dire que tu vas avoir un cycle où tu vas vraiment te booster les fesses pour passer au niveau suivant. Et une fois que tu as atteint un certain niveau, tu vas, pendant un autre cycle, plutôt profiter de ce que tu as déjà, récolter les fruits de ce que tu as semé et être content de ce que tu as. Et après, tu repars pour un autre cycle, tu vois. Et là, c'est pareil. J'étais dans un cycle où j'avais le feu sacré à mort pour ce projet et je suis extrêmement content de l'avoir réussi. Et pour l'instant, là, je suis dans un cycle où je profite de ce que j'ai semé et j'essaie de trouver un autre défi qui va me challenger à fond et qui va me donner le feu sacré. Donc, en attendant, je vous donne des petits défis ou des moyens défis et puis je profite de ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Ok, bon, Voilà. voilà, j'ai hâte, je suis sûr que tu le partageras. Hâte de découvrir quel va être ton prochain défi, puisque c'est assez intéressant et assez chouette de pouvoir te suivre par YouTube, tes mails, etc. Et de voir ce que tu fais. Mais effectivement, il faut aussi, c'est important en tant qu'entrepreneur, savoir savourer et apprécier ce qu'on a déjà. Et Dieu sait que tu as accompli des choses super, donc bravo et j'espère que tu en profites. Voilà. Merci pour ton temps. Je te laisse il y a le mot de la fin. Tu as quelque chose à. Ou sinon, c'est bon, on s'arrête là. Oui, écoute, moi ce que je dis toujours, c'est que voilà, si vous êtes encore en train d'écouter l'interview après 1 heure, c'est que vous êtes méga motivé, donc déjà bravo. Et pour faire en sorte que cette écoute ne soit pas seulement de la culture générale, voire ça peut arriver de la masturbation intellectuelle, n'est-ce pas? Eh bien, choisissez une chose qui vous inspire, que vous pouvez mettre en place là, aujourd'hui, dans votre vie, dans votre business, et mettez-la en pratique tout simplement. Et puis, bien sûr, voilà. 2e édition, tout le monde n'a pas la chance de rater ses études, donc que tu recommandes, n'est-ce pas? Absolument. Non, que je recommande, que j'ai lu. Et trouvable dans toutes les bonnes librairies de France, de Navarre et de francophonie. Donc Belgique, Suisse, Québec, Afrique et même les librairies françaises des pays étrangers. J'ai revu là un camarade de Bangkok que j'ai croisé complètement par hasard dans les rues de Lille et qui m'a dit « Ah, tu sais Olivier, j'ai acheté ton livre à Bangkok, il était mis en avant dans la mission française de Bangkok. » Incroyable.
Et toi, j'étais même pas au courant. Je dis, ah bah écoute, merci de m'informer de ça. Incroyable. Et donnez-nous en commentaire des idées de titres en anglais pour Olivier, pour les anglophones, qu'on lui transmettra. Ouais, ça serait sympa, ouais. Voilà, ce serait trop cool que le titre de ton prochain livre se retrouve ce soit une idée dans les commentaires de la communauté, ce serait génial. Eh ben, merci beaucoup Olivier, merci à toi qui effectivement tu nous regardes encore depuis 1 heure et quelques, bravo pour ta motivation. On se dit à très bientôt. Olivier, on te retrouve pour ceux qui veulent sur ta chaîne YouTube, j'imagine, je mettrai le lien. Ouais, Le lien. chaîne YouTube puis le exactement, livre, Instagram. Et puis le livre, évidemment. Et le livre, et voilà. Super, merci Olivier, bye. Ciao.